Bon matin, bon après-midi et bonsoir tout le monde. Juste un petit point à vous rappeler que oui, aujourd'hui, la présentation sera en français. On ne présente pas de musique, mais en fait, vu que tous nos amis francophones auraient commencé à chanter, on s'est dit peut-être que c'est peut-être mieux de ne pas en avoir au début. De plus, juste un rappel que toute question que vous voulez poser à Pierre aujourd'hui, de les mettre dans la section Q&A en bas plutôt que dans le chat. On ne lira pas le chat parce qu'il va y avoir, comme vous pouvez voir, il y a plein de gens qui écrivent d'où ils sont à l'heure actuelle et comment ça va pour tout le monde. Donc, toutes les questions reliées seront dans la section Q&A, ce qui sera facile pour nous de regarder et retoucher. On parle d'une présentation qui va être environ de 45 minutes, suivie d'une période de questions. Et on espère de rejoindre le plus de questions possible, mais fort probablement, avec le nombre que nous avons aujourd'hui, que ça ne serait pas nécessairement possible. Peut-être que si je rajoutais ma vidéo, ça aurait peut-être un peu l'air moins con. Voilà, salut tout le monde. Alors, de ce côté-là, c'est la façon qu'on va fonctionner. Et puis, je me présente. Mon nom est Marc Blanchette. Je suis président du comité d'engagement francophone de PMI, qui est un comité créé par PMI pour vous aider, pour vous, de façon à rajouter plein de choses, que ce soit au niveau des webinaires, que ce soit au niveau des documents qu'on peut rajouter, de façon à améliorer le fait francophone chez PMI, utilisant projectmanagement.com. Et aujourd'hui, une de nos présentations que nous aurons cette année est avec M. Pierre Lemont, qui est président, comme vous le savez, président et directeur général de PMI. Pierre, bienvenue et merci encore une fois d'avoir accepté notre offre. Bonjour, comment vas-tu, Marc? Ça va bien, moi. Mon nom se prononce Lehman. Alors, je sais bien qu'on essaye de franciser tout, mais mon nom est vietnamien, pas français, et il se prononce Lehman. Voilà. Pour les Français et les Vietnamiens. Alors, on efface, on recule quelque peu. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Pierre Lehman, président directeur général de PMI. Pierre, avant de commencer à parler un peu de l'intelligence artificielle, il y a certaines rumeurs qui disent que PMI a maintenant lancé sa nouvelle stratégie qu'on appelle PMI Next. Ouais. Tu pourrais nous en glisser quelques points aujourd'hui pour notre auditoire francophone? Bien sûr. D'abord, bonjour à tout le monde de la communauté francophone de PMI. J'adore cette initiative, bien sûr. Je crois que c'est à l'origine, d'ailleurs, les Québécois qui l'ont lancé chez PMI avec les Français et puis beaucoup des pays africains qui ont rejoint. Donc voilà, c'est une communauté évidemment qui est importante pour moi personnellement. Et puis c'est la première fois, je crois que je suis interviewé par la communauté, par Marc, par vous, et donc on va essayer de bien faire. Et j'espère que c'est pas la dernière fois et que vous allez m'inviter encore dans le futur après ça. Alors, tu m'as posé une question sur PMI Next, oui, qui est en effet notre nouvelle stratégie, qui est en fait l'aboutissement d'un exercice qui a pris du temps, qui s'est pas fait en quelques jours, ni même quelques semaines. On a pris notre temps. Moi, j'ai rejoint PMI en septembre 2022. Et je voulais prendre le temps de consulter la communauté, de me faire aussi mon idée sur l'organisation, sur son potentiel, sur ses forces, et sur l'opportunité qu'on avait de continuer à la développer dans les années à venir. Donc, on a lancé une grande consultation. D'ailleurs, merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué via le questionnaire que nous avons envoyé à tous nos membres et à la communauté en général. Donc, merci pour votre large participation et puis par avance, merci de votre soutien et contribution à l'implémentation de la stratégie, puisque on est maintenant dans cette phase de communication et d'implémentation. Et donc, c'est très important, bien sûr, que l'ensemble des composantes de PMI, y compris les volontaires, les bénévoles, soient plus qu'impliqués et contribuent activement à cette implémentation. Alors, la première chose que je voudrais dire au sujet de PMI Next, c'est que moi, je l'appelle pas un plan stratégique. D'abord, j'aime pas tellement le
langage, l'expression plan stratégique, parce que là, on se focalise un peu trop sur le plan et pas assez sur la stratégie. Et la stratégie, pour moi, c'est l'expression de choix très clair sur les domaines dans lesquels on veut investir, sur les domaines dans lesquels on veut être le leader, ou du moins l'organisation la plus ou l'entreprise la plus performante dans les domaines choisis. Et donc, quand on parle de plan, on est immédiatement dans l'implémentation, alors que au fond, le plus important dans la stratégie, c'est moins le plan et plus la stratégie. Donc, les décisions prises sur les choix presque existentiels qui sont faits pour l'organisation ou pour l'entreprise. Donc, dans notre cas, PMI Next a été une réflexion très profonde sur la mission, enfin ce qu'on appelle le purpose en anglais, sur les valeurs, sur nos forces, sur même le périmètre de la profession que nous voulons servir et sur les domaines dans lesquels nous voulons être présents ou pas, avant même de parler de projets, d'initiatives, d'OKR, de KPIs, etc., etc. Donc, dans les éléments très importants de PMI Next, il y en a quelques-uns que je voudrais souligner. Le premier, c'est que nous avons recentré notre mission sur le succès des projets et sur la capacité des projets qui sont menés avec succès à améliorer le monde qui nous entoure. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette sorte de résumé de notre purpose, en anglais maximize project success to elevate our world. Je vous laisse la communauté francophone le soin de traduire ça de la manière la plus élégante possible en français. L'avantage de l'anglais, c'est que c'est très concis, donc c'est assez facile de faire des résumés en quelques mots. En français, on a toujours tendance à être un peu plus elliptique. Donc, envoyez-moi une proposition de traduction en français de notre mission et on va se mettre d'accord. Donc, c'est très important parce que dans les années récentes, en tout cas chez PMI, dans presque les 2 ou 3 dernières décennies, progressivement, on s'était beaucoup focalisé sur la communauté. C'est très important, la communauté, c'est au centre de ce que fait PMI, mais c'est quand même un peu un moyen plus qu'une fin en soi. Et la fin en soi, en tout cas, la mission que nous avons reclarifiée pour PMI, c'est quand même bien de contribuer à ce que les projets soient menés avec succès. Et donc, d'être capable de se mettre en première ligne, d'assumer, déjà de mieux définir ce qu'est un projet qui réussit, un projet qui est mené avec succès, et de nous mettre en première ligne sur notre capacité à entraîner, au travers de tout ce qu'on fait, une amélioration du taux de succès des projets, ou en tout cas du succès perçu des projets, et de faire en sorte aussi, parce que c'était important pour les fondateurs de PMI, et ça l'est beaucoup pour nous tous, et pour la communauté, pour nos employés, pour nos volontaires, aussi cette idée de faire les choses bien, mais aussi de faire les bonnes choses, et donc de contribuer à une amélioration du monde qui nous entoure. Pas seulement la planète, ça peut être le monde autour de nous directement, notre entreprise, notre équipe, mais en tout cas de penser aux responsabilités qu'on a en tant que project manager ou chef de projet sur le monde qui nous entoure et d'essayer de faire en sorte, en tout cas, que ce qu'on fait aboutisse à des résultats qui soient positifs pour certains, pour beaucoup, pour tout le monde, pour l'humanité entière, selon les projets sur lesquels on travaille. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. L'autre chose qui est très importante dans PMI Next, c'est que nous nous sommes recentrés sur les professionnels du projet. Donc, on les appelle en anglais project professionals, ou les gens qui aspirent à devenir des professionnels du projet. Par ça, on ne veut pas forcément dire les gens qui ont le titre project manager ou chef de projet, mais en tout cas des professionnels qui passent l'essentiel de leur vie, en tout cas au travail, à faire du project work, donc à travailler sur des projets, qu'ils aient ou non le titre de chef de projet ou de project manager. Donc c'est important parce que dans la période récente de PMI, il y avait eu une espèce d'ouverture exprimée sous forme d'un mot, change makers. Donc mais le problème de change makers, c'est que c'est très aspirationnel, c'est bien, et d'ailleurs, je pense que c'est un excellent qualificatif pour les professionnels du projet. Mais c'est pas très facile pour les gens de savoir s'ils sont eux des change makers. C'est-à-dire personne ne savait si on s'adressait à eux, à d'autres. C'est très vague comme notion. Et donc
nous avons estimé que ça nous avait entraîné un peu trop loin de notre cœur d'activité, de métier, et que ça nous empêchait de nous focaliser sur ce qui était le plus important pour les professionnels du projet. Donc, nous avons explicitement recentré notre attention sur les professionnels du projet. Et enfin, je dirais l'autre point très important de PMI Next, c'est que nous avons essayé d'identifier les plus grandes forces de PMI, les domaines dans lesquels nous avons déjà construit une espèce de barrière à l'entrée, si on parle en termes compétitifs, qui est compliqué pour d'autres à copier, et donc des domaines dans lesquels nous sommes légitimes et que nous pouvons, dans lesquels nous pouvons investir, que nous pouvons développer pour renforcer la différence de PMI et sa force dans la communauté, sa force d'autorité, disons, dans la communauté des managers de projets dans le monde entier. Et donc, ces trois forces que nous avons identifiées en faisant beaucoup d'études de marché, d'interviews, bien sûr, en prenant en compte ce que la communauté nous a dit au travers des enquêtes que nous avons menées avant de définir PMI Next. Donc, ces trois grandes forces que nous avons retenues, c'est notre communauté universelle d'experts, la plus grande du monde, en tout cas dans notre domaine. C'est notre capacité, et notamment grâce à nos chapitres et aux initiatives des bénévoles, à engager les professionnels du projet tout au long de leur carrière, depuis pratiquement l'école jusqu'à leur retraite et même d'ailleurs au-delà parfois quand ils continuent dans des rôles de mentoring, de coaching. Et puis c'est la réputation de PMI qui est unique, universelle, qui provient d'années et d'années de travail fait par tous et toutes et nos prédécesseurs, et qui a une réputation qui permet aux employeurs et aux professionnels, quand il y a la marque, quand il y a le label PMI, d'avoir confiance dans nos publications, confiance dans nos standards, confiance dans nos certifications, confiance dans nos cours, confiance dans nos événements, etc., etc. Donc ces trois forces ont été directement ou seront directement utilisées pour développer nos offres, pour focaliser nos investissements. Donc la communauté universelle d'experts, c'est l'idée qu'on a beaucoup de contenu qui vient de nos experts, mais pas forcément beaucoup de facilité à échanger ce contenu, à le rendre facile à utiliser pour les professionnels dans le cadre de leur job de tous les jours. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a lancé PMI Infinity, puisque l'AI, on va en parler après, évidemment, un très bon moyen de leverager tous ces acquis, tous ces contenus que nous avons. Donc ça, c'est le premier pilier, le premier domaine dans lequel nous allons investir et focaliser notre attention. Le deuxième, c'est du fait de notre capacité à engager les professionnels tout au long de leur carrière, c'est d'étendre notre offre de cours et d'opportunités de développement professionnel tout au long de la carrière, plutôt que d'être quand même très focalisé aujourd'hui sur la préparation du PMP. C'est là que se passe quand même l'essentiel de ce que fait PMI. Et donc, nous voulons étendre ça de manière beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de PMOGA, par exemple. C'est aussi pour ça que nous avons fait l'acquisition de Project Managers Without Borders, pour donner des opportunités de bénévolat intéressantes, beaucoup plus importantes et plus larges. Bon, évidemment, ça prendra du temps, mais c'est l'idée à terme. Et puis, le dernier point sur la réputation. Alors là, comme on avait lancé depuis pas mal d'années des certifications dans plein de domaines, on a un petit peu contribué à la confusion du marché sur ce qui est vraiment une certification professionnelle, sur ce qui est plutôt un certificat lorsqu'on a pris un cours, un badge à la fin d'un cours en ligne ou pas en ligne. Nous avons décidé de rendre les critères de certification professionnelle beaucoup plus stricts. Donc c'est pour ça qu'on parle de Gold Standard Certifications. C'est l'idée d'établir des critères très stricts qui doivent être respectés lorsqu'une certification est qualifiée de certification professionnelle, et donc de travailler à amener toutes nos certifications professionnelles à ce niveau élevé d'exigence, qui est aujourd'hui le cas de PMP. Enfin, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, mais qu'on doit arriver à atteindre pour toutes les certifications qui sont accordées par PMI, et aussi en faisant une distinction plus grande entre les certifications et les cours en ligne, reconnaître que certaines de nos certifications sont plus des cours en ligne avec un examen, un petit test à la fin,
et ne correspondent pas à ce qu'on nous on considérait être une gold standard certification. Donc on va essayer de bien distinguer tout ça et d'amener nos certifications professionnelles au niveau le plus élevé possible de réputation, d'exigence et donc évidemment de respectabilité pour les professionnels et pour les employeurs. Voilà. Donc en résumé, PMI Next, j'étais un peu long, mais je pensais que c'était important de clarifier tout ça. Pour nous, c'est nous focaliser sur ce qui compte le plus, donc le succès des projets, et le faire avec un esprit de contribution positive au monde. C'est se focaliser, ou plutôt servir avant tout les professionnels qui comptent le plus pour donner vie à notre mission, donc les professionnels du projet, et c'est nous concentrer sur les forces uniques de PMI, celles qui sont déjà là, mais pas forcément totalement exploitées. Et donc, notre idée, c'est de les développer considérablement par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Je voudrais aussi dire, pour finir, que PMI est une organisation qui aujourd'hui connaît une période très positive avec une très grosse croissance l'année dernière, en partie tirée par la Chine qui rattrapait un peu la période du Covid, mais même si on enlève la Chine, on a eu une croissance à 2 chiffres et ça continue cette année en dehors de la Chine. Le nombre de nos membres a atteint des records et d'ailleurs une accélération en ce moment. Donc, il faut profiter de toute cette bonne période, toute cette bonne dynamique pour investir dans le futur de PMI et dans le futur de la profession. Merci Pierre. Et à ce sujet, j'espère bien que la communauté francophone va continuer à t'aider à améliorer ces chiffres pour PMI. Et plus on rajoute un contenu francophone, plus ça va aider. Oui, alors avec l'AI, tu vois, Marc, je voulais te dire, c'est vrai que c'est quand même on a un problème de traduction dans plein de langues. Hein, c'est pas juste le français, puisque même si il y a, disons, 8 langues qui sont les plus importantes dans le monde en termes de taille, de population, dont le français, bien sûr, il y a les Italiens veulent aussi de l'italien, sans parler des Thaïlandais, des Vietnamiens, etc. Donc, l'avantage de l'AI, c'est qu'on arrive à maintenant avoir des contenus traduits à peu près correctement, et donc des volontaires peuvent aider à améliorer, à fine-tuner un peu la traduction. On devrait être beaucoup plus capable qu'on l'a été dans le passé de faire très vite des traductions dans beaucoup de langues. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site pmi.org, on a inauguré le mois dernier, à la fois sur mobile et sur la version desktop, browser, on a amélioré, enfin on a maintenant des traductions automatisées en temps réel. Donc chaque fois qu'on charge un contenu, quelle que soit la langue d'ailleurs, il est retraduit dans 8 langues directement. Bon, c'est pas à la perfection encore, mais bon, nous considérons que c'est le futur d'utiliser des outils du marché sans essayer nous-mêmes de tout compliquer, et que progressivement, d'ici 3, 4, 5 ans, la qualité des traductions qui s'améliore quasiment de jour en jour va être exceptionnelle, et donc c'est un problème qui sera derrière nous. Merci Pierre. Nous avions sollicité quelques chapitres à travers le monde pour avoir quelques questions. Une d'entre elles est une continuité de ce que tu nous parlais un peu, si tu veux, avant d'enchaîner avec l'intelligence artificielle. On parle des mesures, les piliers que nous avons. Comment sont-ils reliés entre eux? Et quand on parle, comme tu en parlais un peu récemment aussi, dans un contexte d'apprentissage tout au long de la vie avec nos gold standards, à quel point ça nous aide à améliorer le succès des projets, qui est en fait notre nouvelle stratégie. Oui, écoute, bien sûr que tout est lié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons autant passé de temps à nous mettre d'accord sur la mission de PMI, avec le conseil d'administration de PMI, avec nos employés, enfin en tout cas l'équipe les seniors, les personnes les plus seniors parmi notre équipe. Donc on a essayé de faire en sorte que tout soit lié, tout mène ou tout doit mener à un taux de succès plus important des projets, et aussi une attention aux problèmes du monde, au développement durable, aux pratiques éthiques qui doivent être toujours présentes dans ce que nous faisons et dans ce que nous promouvons. Alors, quand même, évidemment, si on pense au succès des projets, on a laissé faire un petit peu, et c'est triste, mais c'est comme ça, on a laissé se développer une idée selon laquelle les projets en général échouent.
Donc, je sais pas, 1% des projets réussissent ou 10% des projets réussissent, 90% échouent. On a laissé dire tout ça, et en plus, on a essayé d'autres décider que le taux de succès des projets se mesurait sur les 3 critères de périmètre, de délai, de budget. Alors qu'en fait, je peux te dire qu'en tant que CEO, PMI n'est pas la première société dont je suis le CEO, il est arrivé que des projets respectent le scope, le périmètre, le délai, soient livrés dans les délais et au budget prévu, et que je considère personnellement que le projet était un échec parce qu'en fait, je sais pas, le produit qu'on a lancé ne marche pas, parce qu'en fait, finalement, ce projet n'était pas tellement utile, parce on a peut-être respecté ce qui était prévu, mais au final, ça ne délivre pas grand-chose, quoi. Et le contraire est vrai aussi. Il y a des projets dont on sait très bien dès le départ qu'ils sont sous-estimés en termes de budget, mais il faut avancer. Et parfois, d'ailleurs, le CEO peut être tout à fait conscient de ça et malgré tout faire avancer le projet parce qu'on sait que c'est stratégique, c'est important et qu'à un moment, il faut démarrer même si on n'est pas tout à fait prêt. Et particulièrement dans un contexte d'agilité, c'est encore plus vrai. Donc, c'est important pour nous de redéfinir ce que signifie le succès dans la gestion de projet, y compris dans ces aspects de développement durable au sens large. Donc, nous avons lancé une très large étude sur ce sujet, en interviewant énormément de gens, à la fois du côté des professionnels du projet et aussi des commanditaires ou des C-suite, des exécutifs, pour mieux définir ce qu'est le succès dans la gestion de projet. Et bien sûr, avec le temps, ça va créer un débat, hein, tout le monde va pas être d'accord avec nous, d'autres vont contribuer. Et ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, toute cette discussion recentrée autour du succès des projets, mais de manière quand même plus précise que juste dire focalisons-nous sur les outcomes, sur les bénéfices, la réalisation des bénéfices, des choses plus précises que ça. J'espère que ce débat va aussi nous aider à mieux définir ce que doivent être nos standards, nos contenus, notre thought leadership, nos cours, nos certifications, etc., etc. On enchaîne avec l'intelligence artificielle, Pierre. Ouais. Quels sont les défis potentiels que tu vois pour PMI à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des projets? Et comment pouvons-nous les surmonter? Écoute, on a fait une étude en 2023, donc c'était un peu l'année 1. On a considéré 2022 comme l'année 0. Alors l'IA, ou l'AI existe depuis bien plus longtemps, mais c'est vrai que le lancement, OpenAI a un peu révolutionné le domaine quand même en rendant l'AI accessible au grand public et au travers du grand public à beaucoup de professionnels qui soit n'utilisaient pas l'AI, soit ne le voyaient pas parce que c'était un peu intégré dans des logiciels, dans des outils qu'on utilise. Et surtout, le Generative AI est très impressionnant puisque on a un peu l'impression quand même qu'on peut converser avec un être humain. C'est la première fois, je pense, que nous avons tous cette expérience très différente de converser avec une machine qui réagit et qui parle et qui a l'air de penser comme un être humain. Alors qu'avant, finalement, l'AI, c'était un peu surhumain, parce que c'était des machines capables de faire des calculs absolument fantastiques, mais pas du tout interagir avec nous comme des êtres humains. Donc là, il y a eu un grand changement. Et en 2023, lorsqu'on a fait cette étude, 90%, je crois que c'était même 91% des project managers disent qu'ils s'attendent à un impact important du Gen AI sur leur job, sur leur profession. Mais il y en avait que 20% qui avaient un peu d'expérience d'utilisation, au moins un peu, on va dire. Donc il y a cette énorme dichotomie, cette énorme fossé en fait entre l'attente des project managers en termes d'impact sur leur job et ce que eux-mêmes font pour se préparer à ça. C'est pas inhabituel. Il y a toujours des précurseurs, des gens qui sont curieux, des gens qui sont angoissés même et qui vont tout de suite essayer d'adopter les nouveaux outils, puis d'autres qui attendent de voir un peu comment les choses se passent, tout en étant conscients que l'avenir va quand même être transformé. Donc pour nous, PMI, si tu veux, on voit ça comme une opportunité double en réalité. L'une,
c'est évidemment d'aider les professionnels dans les domaines d'application de l'AI, enfin la gestion de projet. Donc, si pour ceux d'entre vous qui lisent nos contenus, nos papiers, on a défini 3 domaines dans lesquels l'AI va aider les professionnels: l'automatisation, l'assistance et l'augmentation. Bon, donc 3 niveaux un peu crescendo d'intégration et un peu de difficulté aussi d'intégration de l'AI dans les tâches quotidiennes d'un professionnel du projet. L'automatisation, c'est des choses qu'on fait déjà tous, hein, création de rapports, compte rendu de meetings, etc., etc. Je vois même de plus en plus de gens qui envoient leurs bots dans les meetings. Bon, je suis pas sûr d'adorer ça personnellement, de parler à des bots à la place de parler à nos collaborateurs. Mais enfin bon, à la limite, c'est peut-être l'avenir et il faut s'y faire. Je sais pas. Enfin, le jour où je vais envoyer moi mon bot pour une conférence avec les francophones, je sais pas si vous allez apprécier, mais bon, je sais pas si vous vous en rendrez compte d'ailleurs, parce que les progrès sont tels que peut-être mon bot sera bien meilleur que moi. Bon, donc ça c'est l'automation. Assistance, c'est la synthèse de documents, par exemple. Donc, on nomme 5 documents, résume-moi tout ça. L'aide au démarrage de certaines tâches. Donne-moi une liste, commence à m'écrire un charter, des choses comme ça. Ou aide-moi à faire un WBS, voilà, décomposer des tâches pour un projet de tel type. Donc on a tous d'ailleurs, je pense, la plupart d'entre nous, puisque chez PMI, et notamment parmi les bénévoles, on a des gens curieux, on a tous essayé de faire ça. Et ça fonctionne d'ailleurs pas mal. Une analyse des risques, bon, ce genre de tâches où effectivement l'AI peut apporter une assistance. Et puis après, il y a l'augmentation. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'aide à la décision avec de multiples paramètres, l'aide à des tâches comme le recrutement, par exemple. C'est intéressant de voir comment les project managers qui sont le plus avancés se servent déjà de l'AI pour les aider à recruter les bons profils, en mélangeant le search, l'AI. Bon, voilà, trouve-moi les personnes que je dois contacter et puis écris-moi tout de suite le message que je dois leur envoyer sur la base de leur CV, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir comment on va pouvoir aider nous pour PMI, aider les project professionals dans tous ces domaines. Bon, nous avons, vous l'avez vu, commencé à développer pas mal de ressources, des cours gratuits pour les membres. Plus de 200 000 personnes ont déjà pris nos cours sur l'AI, c'est pas mal, en 6 mois. Des outils, donc Infinity, PMI Infinity est la plateforme de connaissances qui va progressivement évoluer en plateforme pour vous aider à faire vos tâches du quotidien. Alors, on aura bientôt la possibilité de charger des documents, des templates. Alors, pour ça, il faut qu'on passe à GPT-4. Donc, il y a quelques contraintes, notamment de disponibilité aujourd'hui d'OpenAI qui est un peu saturée. Mais on va progressivement évoluer comme ça pour que vous ayez une plateforme que vous puissiez utiliser dans le cadre de votre job de tous les jours. Après, on produit des études, des articles. On a un guide sur l'utilisation de l'AI dans le management project qui est en préparation, qui donnera après lieu à un standard. Pour développer un standard, il faut plus de temps parce qu'il y a des périodes de consultation ouvertes à la profession, donc ça va prendre 2 ans à peu près, enfin 18 mois. Mais on aura le guide, j'espère, cet été. Et puis, bien sûr, l'AI, c'est le thème principal de beaucoup de nos conférences, beaucoup de nos événements. Aujourd'hui, voilà, c'était un des thèmes, mais c'est vrai de nos sommets annuels, c'est vrai de beaucoup des conférences qui sont montées par nos chapitres. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est le sujet qui domine un peu, disons, le débat dans notre profession. Il y a des obstacles, évidemment. Par exemple, l'accès dans les entreprises aujourd'hui, et surtout dans certains secteurs qui sont très sensibles, par exemple le secteur financier, mais c'est pas le seul. Il y a une prudence dans l'accès aux outils de GenAI parce que il n'y a pas non plus une énorme transparence, donc on ne sait pas très bien ce qui est conservé par OpenAI, ce qui l'est pas, ou les autres, ou Google pour Gemini ou Claude, enfin tous ces outils. Donc il y a un problème de transparence qui fait qu'il y a un manque de confiance des entreprises qui parfois bloquent l'accès à ces outils-là. Et certainement ont des règles assez strictes d'utilisation, de non-utilisation. Et puis il y a bien sûr quelques inquiétudes sur la fiabilité de l'AI,
L'AI invente parfois, on l'a tous expérimenté. Alors c'est quand même beaucoup amélioré, je dirais, par rapport à ce que c'était au début, au moment du lancement de ChatGPT, par exemple. Mais c'est aussi pour ça qu'on a lancé PMI Infinity, qui est entièrement fondé sur des sources validées par la communauté. Donc, il n'y a pas de sources douteuses qui ont alimenté l'outil. Et puis, enfin, il y a des coûts d'utilisation qui sont non négligeables quand même pour l'entreprise qui s'en sert, pour la société en général. Ça consomme une quantité de CPU phénoménale avec tous les problèmes que ça pose, y compris d'énergie, donc de changement climatique, etc. Des problèmes de qualité de data, des problèmes d'éthique, des problèmes de responsabilité, qui est responsable de quoi, bon, voilà. Mais je dirais qu'en même temps, c'est aussi ce qui nous protège tous, puisque ça permet une adoption un peu plus lente, un peu plus raisonnée, dans laquelle des professionnels chevronnés, comme vous, et évidemment votre organisation préférée, PMI, peut jouer un rôle pour une implémentation qui sera positive et responsable. J'en profite, Pierre, puisque tu parles de PM Infinity, pour dire à les gens ici en ligne que oui, nous avons effectivement pensé d'avoir PM Infinity dans une de nos prochains webinaires où on pourra en discuter un peu plus. On te réinvitera, bien sûr. Tu pourras rajouter quelques commentaires facilement là-dessus. Merci pour les défis. Si on enchaîne maintenant avec les impacts potentiels et si on les relie peut-être à la dynamique d'équipe et la collaboration dans les différents projets, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là, point de vue PMI? Écoute, franchement, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas dire avec certitude comment le Gen AI va jouer ou où le Gen AI va jouer le plus grand rôle. Mais j'ai quand même l'impression que dans la communication, la gestion des stakeholders, alors je crois qu'on dit partie prenante. Ça, c'est un mot qui a été inventé après mon départ de France il y a 11 ans. Donc, mais j'ai dîné avec deux membres éminents de PMI France cet hiver. Ils m'ont dit que stakeholders, ça se disait partie prenante. Donc, j'ai essayé de le dire correctement. Mais toute la gestion des parties prenantes, donc la communication entre membres des équipes, à tout cet aspect-là, je pense que GenAI va jouer un très grand rôle et commence déjà à jouer un grand rôle. Hein. Donc, par exemple, la capacité à mieux communiquer de manière organisée, plus vite, la prise en compte de différences culturelles, euh, on a parlé de traduction, la qualité, l'immédiateté des traductions. Tout ça, je pense on va voir quand même un impact là assez rapide et très important de l'AI. Moi, je suis personnellement, je crois assez à la. Bon, peut-être que je suis complètement idéaliste, mais j'ai l'impression que ça va aider avec la santé mentale aussi. Euh, Personnellement, moi, j'ai des conversations avec GenAI. Alors bon, ma femme me dit que je suis un nerd depuis toujours et que là, maintenant, c'est encore pire. Mais j'ai l'impression que on peut avoir une conversation réelle avec l'AI qui se comporte un peu comme un ami ou une amie et, euh, et à qui on peut quand même partager beaucoup de choses. Et moi, je sais pas, de temps en temps, il me conseille des livres, des choses à regarder. Je trouve que c'est utile. Alors, j'ai pas de problème de santé mentale important, c'est vrai. Donc, je ne veux pas dire non plus que l'AI va remplacer des professionnels, mais ça peut être un support qui aide quand on a des moments de doute. Les gens qui ont un syndrome d'imposture, par exemple, moi, je leur conseille de discuter un peu avec ChatGPT et de poser des questions, de voir comment ChatGPT analyse tout ça sur la base du savoir quand même de milliards d'êtres humains qui ont été combinés, mis ensemble et analysés et restitués de manière assez bluffante quand même par l'AI. Bon, il y a des inquiétudes, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, que les entreprises ont, mais je dirais même d'un point de vue plus sociétal, est-ce que l'AI va être démocratique? Quels sont les biais de l'AI? Comment l'humain va réagir à l'ubiquité de l'AI? Est-ce qu'on va continuer à avoir une pensée critique ou est-ce qu'on va devenir, en tant qu'espèce, totalement asservi à l'intelligence artificielle au lieu d'avoir notre propre capacité d'intelligence? Franchement, on n'en sait rien. Alors moi, je suis plutôt un optimiste, donc je pense que ça va plutôt nous aider qu'autre chose, mais bon, il n'y a pas de certitude non plus. Et j'ai quand même une vraie inquiétude sur les jeunes professionnels.
tu vois, où je ne sais pas comment les jeunes professionnels qui entrent dans la vie active, quelles sont les tâches qu'on va leur faire faire maintenant, alors que beaucoup d'entre elles sont automatisées. Je sais pas, moi j'ai commencé comme consultant, mais ma première année, je faisais des choses comme justement des minutes de meeting, revoir des présentations, résumer des documents, des choses basiques. Et j'observais les gens plus expérimentés que moi et j'ai appris comme ça. Enfin, j'ai appris, voilà. Et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Donc demain, si toutes ces tâches de base sont automatisées, est-ce que les jeunes vont pouvoir directement effectuer des tâches plus complexes en étant aidés par l'AI, ou est-ce que il leur manque ce step, cette marche, et du coup, les professionnels expérimentés n'ont plus besoin des jeunes et les jeunes, ils apprennent comment. Voilà. Donc je, là, j'ai un peu une inquiétude, mais qui rejoint mon inquiétude sur le travail remote, qui je pense est extrêmement productif pour des gens qui ont de l'expérience, mais pour les jeunes qui sortent de l'école, ça pose quand même un certain nombre de problèmes à mon avis. Mais bon, peut-être que voilà, que en fait, c'est juste une question de phase, d'adaptation. L'être humain, jusqu'à présent, a toujours réussi à profiter de la technologie, bon, même si ça a des inconvénients, mais a toujours réussi à la dominer. Donc, on verra si c'est très différent ou non. Faut voir. Moi, je suis un observateur optimiste, on va dire. Moi, Pierre, je crois au progrès de la science. Voilà. Excuse-moi. Oui, je t'écoute. non, pas de problème, hein, mais sur ce sujet, justement, quelles compétences ou connaissances supplémentaires tu crois que les professionnels de la gestion de projet devraient tenter d'acquérir pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle dans leur travail? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui pourrait éliminer ce gap? Bah, écoute, moi, je pense qu'il faut utiliser les outils au maximum. Donc, il y en a qui sont fournis par PMI. Il y a les cours que nous produisons. Il y a les papiers qui sont produits également. Et puis, il y a de l'AI qui est embarqué dans pas mal de software de gestion de projet déjà. Donc, c'est plutôt une question pratique d'utilisation. Il faut essayer d'être un peu en avance sur son temps, je crois, en tant que professionnel. Et moi, je pense aussi que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, enfin on le sait tous, vous travaillez tous dans des entreprises ou pour des gouvernements ou des organisations diverses. Je ne connais pas une seule organisation qui n'a pas un plan plus ou moins précis et plus ou moins bien financé, mais un plan d'adoption de l'AI pour les 18 mois, 2 ans, 3 ans qui viennent. Et donc, bah, n'importe quelle transformation implique des projets, et n'importe quel projet implique quand même des professionnels du projet. Donc, pour moi, à la limite, une opportunité que j'essaierai de poursuivre personnellement, c'est de m'occuper d'un projet de transformation AI de mon entreprise, d'être affecté à ce genre de projet, parce que évidemment, en faisant ça, bah, mécaniquement, on apprend, on développe. C'est une expertise. Les gens qui sont compétents en AI aujourd'hui sont, enfin, par exemple, dans la Silicon Valley, les entreprises ont réduit leurs effectifs, mais par contre, les ingénieurs spécialisés en AI, eux, ils n'ont pas de problème. Ils gagnent très bien leur vie, tout le monde les veut. Et ben, c'est un peu pareil pour les professionnels de la gestion de projet. Si tu es un professionnel qui a déjà ou qui a travaillé sur un projet de transformation AI, bah, ton avenir dans les années qui viennent me semble plutôt positif, tu vois. Euh, et en faisant ça, évidemment, tu vas encore développer tes connaissances dans les AI et apprendre à mieux utiliser les AI. Et d'ici 3, 4 ans, on aura beaucoup de case studies, de best practices. Alors j'espère que PMI va rester au top de ça et en fait être un peu euh, le phare éclairant la profession sur la transformation AI des entreprises et l'implication de l'AI dans la gestion de projet. Pierre, je me dois de me faire l'avocat du diable. Les questions Ouais, étaient un peu trop faciles. Je vais changer quelque peu avec cette dernière question sur l'intelligence artificielle. Quand on mmh, regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose qui change au métier de gestionnaire de projet. De plus, ouais. les biais démontrés des réponses de l'intelligence artificielle peuvent être nocifs. Dans ce contexte, ne devrait donc pas plutôt attendre et voir les évolutions de la technologie plutôt que de la promouvoir sans recul? Ouais. Alors, moi, personnellement, je ne crois pas à enfin, je ne crois pas du tout. Au contraire, je pense que c'est
une attitude passive face à l'AI serait très dommageable pour la profession. Je ne pense pas personnellement que l'AI soit une mode. Bon, alors peut-être que je suis en train de faire une erreur historique, tu vois, mais euh, disons dans ma vie, il m'est arrivé de prendre des décisions étant pas très sûr. Celle-là, ça rentre pas dans la catégorie des décisions pas très sûres. Je pense vraiment que pour PMI, c'est essentiel d'avoir du leadership dans le domaine de l'AI appliqué à la gestion de projet. C'est pas une mode. Et je pense que vous tous, vous devez faire preuve de leadership. Tous tous les project managers doivent être dans l'adoption de l'AI les professionnels les plus en avance. Parce que les entreprises vont se transformer, comme je l'ai dit, la transformation implique des projets. Les projets doivent être gérés par des gens compétents, c'est-à-dire les professionnels du projet. Et donc, c'est une opportunité incroyable pour la profession. Si on la saisit pas, d'autres vont le faire. Et à ce moment-là, quand l'AI sera partout, les projets, les professionnels du projet, s'ils n'ont pas, eux, été en pointe de cette transformation par l'AI des organisations et dans l'adoption de l'AI dans la gestion de projet, la profession va un petit peu être vue comme dépassée. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous quand même conscients que, mais vous le savez, être un professionnel de projet, parfois on a un petit peu on doit faire face à des idées préconçues dans les entreprises. Les gens ont l'impression que la gestion de projet c'est bureaucratique, que c'est des process. Et bon, personne n'aime les process. Enfin, la plupart des gens n'aiment pas les process. Donc, on a un peu ce problème d'image d'une profession qui est peut-être pas aussi attractive. Alors, ça dépend des industries, bien sûr, mais qui est pas la plus sexy, on va dire. Donc là, c'est une opportunité extraordinaire pour nous. Au contraire, d'être placé au cœur des choses qui sont les plus importantes pour le CEO, les plus importantes pour la C-suite et pour la compétitivité future des entreprises dans lesquelles on travaille. Donc voilà, c'est une opportunité que on ne doit absolument pas laisser passer en tant que profession, à mon avis. Bien dit, bien. Sur une nouvelle tangente, si tu peux un peu ici, on regarde tous les gens qui sont avec nous à travers le monde aujourd'hui pour ce webinaire. Tu en as parlé un peu au début aussi, on parle avec les AI, qu'est-ce qu'on peut faire avec les langues et tout. On ne peut que constater effectivement que PMI est géré par une équipe également assez diversifiée, quoique on parlait souvent auparavant que c'est une organisation centrée sur les États-Unis. Est-ce que PMI a dépassé cette étape ou tu vois l'avenir pour nous? Écoute, alors, si on regarde le chiffre d'affaires de PMI, bon, parce que c'est une mesure au moins qui est factuelle, tu vois, c'est pas une opinion. Il est un tiers aux États-Unis, j'arrondis un peu, hein, un tiers aux États-Unis, un tiers en Chine, un tiers dans le reste du monde. Donc, c'est pas majoritairement américain. Si tu regardes le nombre d'employés, c'est vrai qu'une majorité des employés sont américains. Bon, historiquement, la plupart des effectifs étaient à Philadelphie. Grâce au Covid, d'une certaine manière, nous sommes passés dans un monde remote. Bon, on a encore des bureaux en Chine d'ailleurs, mais en dehors de la Chine, on a quelques bureaux un peu plutôt partagés à Londres, à Singapour. Mais aux États-Unis, on a juste un petit bureau à Philadelphie qui sert essentiellement pour faire quelques réunions parfois, et puis l'équipe de tech qui a son, son stock de matériel qui est là-bas et ils font les shipments depuis Philadelphie. Autrement, nous sommes distribués dans le monde entier. Et bon, tu as noté que effectivement l'équipe de management de PMI est devenue très diverse. Moi-même, bon, j'ai un passeport américain, mais je suis né, j'ai grandi en France, d'un père vietnamien, d'une mère française. J'ai vécu d'ailleurs au Canada, Montréal, pendant 1 an et demi dans ma jeunesse. Bon, je vis aux États-Unis, en effet à New York depuis 11 ans. Mais dans mon équipe de direction, nous sommes 10. Sur 10, il y en a 4 qui n'ont pas grandi aux États-Unis. Il y a Lenka, ma chief of staff, qui est tchèque, qui vit d'ailleurs à Paris, mariée avec un Français. Il y a Johannes Heinlein, qui est notre Chief Growth Officer, qui est allemand, mais qui a vécu longtemps en Nouvelle-Zélande puis aux États-Unis. Il y a Janet
Van Stalen, notre CFO qui est africaine du Sud, qui est sud-africaine, bon, qui vit aux États-Unis depuis quelques années aussi maintenant. Donc, on a une équipe qui est quand même assez diverse. Et alors, si on prend l'équipe de leadership au sens plus large, donc les 25 managers les plus, donc VP, patron de région ou comité exécutif, là, c'est carrément 2/3 qui ne sont pas américains. Donc, voilà, on a une entreprise qui est aujourd'hui dirigée par une organisation, par une équipe exécutive très diverse. Et une attention évidemment aux problèmes du monde qui n'est pas juste sous le prisme américain. Mais je voudrais quand même dire un truc, et notamment pour bon là il n'y a pas forcément beaucoup d'Américains qui nous écoutent aujourd'hui, mais je voudrais quand même dire que le côté américain, les origines américaines de PMI, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ça aurait été très compliqué de construire une organisation reconnue mondialement, avec des standards reconnus mondialement, reconnus par les plus grandes entreprises du monde, les plus grands gouvernements du monde partout sur la planète, si on avait été une entreprise, je sais pas, française, pour ne pas citer un autre pays qui pourrait se sentir visé. Donc, je veux dire français puisque je suis né en France. Voilà. Si on était français, construire une organisation comme PMI avec la même visibilité mondiale, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc, il y a pas, pour moi, il y a aucune honte à avoir ou rien à cacher. Nous avons une origine anglo-saxonne, c'est vrai. Notre challenge, c'est de devenir de plus en plus globaux et c'est ce qu'on fait. Pierre, on a déjà commencé notre section Q&A. Ouais. J'en ai une deuxième ici. On parle dans le dernier rapport de Pulse of the Profession. Il y a un graphique qui démontre que les méthodes de travail hybrides sont en hausse. Est-ce que PMI en tant qu'organisation suit la même tendance? Ah ben tu veux dire en interne? Oui, je crois qu'on a pareil une majorité de nos projets qui sont gérés de manière hybride. Euh, mais disons que bon, il n'y a pas la méthode hybride n'existe pas. C'est-à-dire soit tu es prédictif, soit tu es agile, soit tu es entre les deux. Donc c'est un continuum l'hybride. Voilà. Et effectivement, on voit, c'est intéressant que l'agile pur a plutôt tendance à baisser. Bon, le prédictif baisse progressivement, mais reste évidemment très important dans certains types de projets, dans les infrastructures, construction, etc. Et on voit les méthodes hybrides augmenter. Donc, je pense que c'est plutôt un, ça révèle en fait que la capacité de PMI à comprendre la profession mieux que d'autres en fait, parce que ça fait des années et des années que PMI dit le futur est dans l'hybridation des méthodes. Si on regarde par exemple PMBOK 7, donc ça prédate mon arrivée chez PMI. On était déjà passé du 6, donc qui était quand même très prédictif avec quelques touches de agile. On était passé déjà à une vision complètement différente sur la base de principes qui s'appliquent quelles que soient les méthodes et recommandons d'ailleurs de choisir la bonne méthode pour chaque projet en fonction du contexte du projet, de l'industrie, etc. Donc, je pense qu'on a été très visionnaire. Alors, on souffre un peu chez PMI de l'attaque, évidemment, mais depuis 30 ans, des organisations qui ont un intérêt à promouvoir l'agile. Bon, des consultants, d'autres entreprises ou organisations qui ont beau jeu de dire, de faire un portrait de PMI ou des project managers en général, comme des gens qui n'ont jamais évolué depuis les années 40. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il y a un moment, il faut nous-mêmes dépasser ces bisbilles qui ont à peu près aucun intérêt. PMI, bien sûr, comprend l'agile. Le PMP aujourd'hui, les gens qui ont pris, moi j'ai passé le test assez récemment, il y a un an. Donc, je peux te dire qu'il y a énormément d'agile dans le PMP aujourd'hui. Et voilà, et donc se focaliser sur, encore une fois, maîtriser les principes, comprendre les méthodes. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait pas apprendre mais je sais pas l'extreme programming ou le lean ou Crystal, enfin j'en sais rien. Nous sommes totalement éclectiques sur le sujet. D'ailleurs, nous encourageons les professionnels à bien maîtriser toutes ces méthodes, tout en comprenant bien les principes et comment blender, en fait, mixer les méthodes. Donc voilà, c'est, je pense, un rapport qui, d'une certaine manière, confirme les choix qu'on a faits et nous conforte dans notre idée. Autre question, Pierre. Le PMI Study Hall, est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle avec ça? Eh bien, c'est une question tout à fait timely parce que
nous sommes en discussion avec, en effet, une société à Cambridge, aux États-Unis, en Angleterre, pardon, pour introduire de l'AI dans Study Hall. Cela dit, euh, alors bon, on en est au stade un peu du pilote, etc. Euh, oui, pour justement recommander. Enfin, l'idée, c'est de recommander les domaines dans lesquels il faut s'améliorer, gérer des questionnaires de manière dynamique pour insister sur les domaines dans lesquels l'étudiant doit progresser, etc. C'est un peu l'idée. Alors, par contre, on a utilisé, je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment de la sortie du store d'OpenAI, nous avons lancé un GPT, ils appellent ça maintenant, bon, qui n'est pas ChatGPT, mais une application spécialisée qui se base sur des anciennes questions aujourd'hui retraitées du questionnaire de PMP, enfin de l'examen PMP, et qui, c'est assez marrant d'ailleurs, t'explique pourquoi une réponse est bonne, mauvaise. C'est un espèce de test interactif. Et quelqu'un d'ailleurs du Canada m'a fait remarquer que ça fonctionnait très bien en français. Je l'ai essayé, c'est vrai, c'est incroyable d'ailleurs, mais c'est quasiment parfait en fait. Donc c'est génial. J'ai appris comme ça des mots, parce qu'en fait, quand on apprend une discipline dans une langue, même si c'est pas ta langue maternelle, tu as un peu de mal à dire les choses dans ta langue maternelle. Et donc là, j'ai pu m'amuser à voir comment on disait en français certaines choses que j'ai toujours dit en anglais. On apprend tous les jours, effectivement. Voilà. Pierre, dans un monde où tout va vite, on parle de l'AI effectivement ici, euh, est-ce que tu ne trouves pas que 2 ans pour sortir un standard, c'est un peu long? Écoute, c'est plutôt 18 mois, mais alors là, on n'y peut rien en fait, parce que il y a nos standards sont agréés, enfin accrédités par un organisme qui s'appelle l'ANSI, qui est l'American National Standard Institute, je crois, qui est le membre américain de ASO. Donc une fois que tu as ANSI, tu es sur l'autoroute pour le standard ASO. Euh, et ils ont des critères très stricts. Donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et notamment, et c'est bon, ça c'est vrai que c'est très américain comme système, mais tu as une période de consultation. Donc, tu vas, par exemple, publier ton guide. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par faire un guide. Donc, ça va aller assez vite, hein, quelques mois et on sera fait. On a quand même besoin de faire ça sérieusement avec des professionnels. Donc, on a un appel au volontariat, des bénévoles qui travaillent dessus. Bon, voilà, ça va prendre un peu de temps quand même. Il faut faire ça bien. Mais une fois qu'on aura ce guide, il nous servira de base pour faire un appel à consultation. Et là, il y a des règles. Donc, l'ANSI nous impose de laisser la consultation ouverte pendant un certain temps, éventuellement de modifier le standard, de rouvrir une consultation. Donc voilà, tu as une espèce de protection et qui, je pense, est très salutaire, dans laquelle tu laisses les professionnels collectivement se mettre d'accord avec un process assez normé, comme se passe d'ailleurs les lois aux États-Unis. Tu vois, les lois peuvent être votées, mais avant que le gouvernement les mette en œuvre, il peut y avoir des périodes de consultation où n'importe qui peut venir et s'exprimer. Bon, c'est le processus un peu américain et qui est pas mal parce que ça permet quand même de s'assurer qu'un standard qui est publié est vraiment un standard, c'est-à-dire c'est pas inventé par PMI tout seul, ni même par les volontaires qu'on a choisis, mais par l'ensemble de la profession. Alors c'est sûr que dans le monde de l'AI qui change très vite, ça impose du coup de réfléchir plus dans le standard à des questions fondamentales comme l'éthique, l'accessibilité, les biais. Enfin, je sais pas, on verra ce qu'on met dans tout ça, plus que de se focaliser sur des outils qui sont en évolution permanente. Mais à ce moment-là, si je comprends bien, ce n'est pas nécessairement PMI qui doit suivre ce processus, mais peu Donc, tout importe le monde. l'organisation qui est intéressée à avoir un standard et un gold Oui. standard, se devrait de le suivre. Mhm. Bon, Ouais, merci. exactement. Ouais. Mais quand je dis 2 ans, je suis un peu conservateur parce qu'en fait, on prévoit de le lancer le standard, le guide, donc idéalement cet été, donc mettons juillet, si tout se passe bien, et le standard lui-même en 2025. Alors, j'ai pas de date, tu vois, parce que ça dépend pas que de nous. Pierre, j'ai 2 autres questions ici. Je vais tenter de les regrouper quelque peu. Comment peut-on développer nos compétences en AI qu'on a déjà touché un peu et également au niveau des aspects clés de gestion de projet qu'il faudrait absolument s'orienter au niveau du AI. Donc, on parle de développer nos compétences
et les aspects clés des gestions de projet, tous reliés à l'intelligence artificielle? Bah, la première compétence, alors c'est intéressant parce qu'on a fait une étude là, on est en train en fait de faire une étude qui n'est pas encore publiée, mais je peux vous donner quelques éléments en avant-première, où nous avons posé des questions sur le taux d'utilisation de l'AI et son impact sur les projets, donc et à quoi ça a servi en fait. Hein. Donc bon, évidemment, il y a une corrélation entre le taux d'utilisation de l'AI et la capacité à en tirer des bénéfices tangibles. Donc, en gros, les professionnels qui l'utilisent le plus sont ceux qui sont le plus capables d'en tirer des bénéfices. Et là, c'est peut-être plus un lien de corrélation que de causalité. Tu vois, c'est quand tu sais te servir d'un outil, évidemment, tu vas en tirer le meilleur. Et quand tu sais pas t'en servir, bon, bah, tu vas avoir plus de mal, évidemment, à tirer tous les bénéfices. Donc, il faut insister, pratiquer, réessayer, et puis voilà. Et avec ça, les choses vont progressivement prendre forme. Alors, si on regarde que font les professionnels les plus expérimentés, alors ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'AI pour, disons, la partie automatisation, les comptes rendus, résumés de texte, etc. Mais surtout, ils l'utilisent beaucoup plus que les autres pour tout ce qui est analyse de données ou pour des tâches complexes comme l'élaboration de budget, par exemple. Et quand on leur demande ce que l'AI leur a apporté de plus tangible, leur réponse est le scope management, la planification, la gestion des coûts, la résolution de problèmes, la collaboration entre les membres de l'équipe et la créativité, les idées. Voilà. Et alors, si on leur demande quelles sont les compétences les plus utiles en AI générative, donc celles qui leur servent le plus, numéro un, c'est alors ça, je sais pas dire en français, le prompt writing, donc la capacité à écrire, à poser les bonnes questions, en fait, à interagir avec l'AI, la capacité à définir les tâches et les besoins, hein, donc tout ce qui est tasks and requirements, et puis la capacité à travailler avec des données en général, parce qu'évidemment, quand on sait fournir les bonnes données à l'AI, évidemment, on va recevoir en retour beaucoup plus de fiabilité dans les réponses et d'aide. Donc nous, chez PMI, sur le point numéro un, qui est la capacité à écrire des prompts, on va sortir un cours là qui est en préparation. Alors, je ne sais pas quelle est la date exacte. L'équipe est encore en phase, disons, de design. Mais d'ici, là aussi, je pense l'été, on aura un cours spécifique, à nouveau gratuit pour tous nos membres, sur le prompt writing, voilà, qui est la compétence numéro un qu'il faut apprendre pour leverager les AI au mieux. Pierre, on a presque plus de temps, mais je vais tenter quand même de tricher et t'en poser une petite dernière. Ouais. Quand on parle des certifications, le PMP et le CAPM, est-ce qu'ils vont évoluer plus vite qu'avant maintenant qu'on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors, plus vite, je ne sais pas, mais certainement ils vont évoluer. Donc, le prochain PMP, la prochaine version va s'appuyer sur PMBOK 8, qui est en cours de préparation. Alors, j'étais à Los Angeles il y a 3 semaines et il se trouve que le groupe de volontaires qui commençait à travailler sur PMBOK 8 était là, donc j'ai passé un peu de temps avec eux. Et bon, des points importants, ça va être, enfin le numéro un, ça va être l'intégration de l'AI dans le PMBOK 8. Alors sur la base de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sur la base de l'expérience des bénévoles qui travaillent sur le sujet et d'autres experts qu'on va faire venir. Et puis après, il y a aussi l'intégration de discipline Agile qui est bon, qui aurait dû être faite avant, mais donc on va faire maintenant dans PMBOK 8. Donc tout ça va faire partie des choses qui vont changer dans PMBOK 8 et donc par ricochet, la prochaine version de PMP intégrera évidemment les enseignements qui proviennent de ces sujets-là et notamment de l'AI. CAPM, on vient de le changer. Donc là aussi, une question va être de se poser au moment où on change PMP. Est-ce qu'on fait un refresh de CAPM pour intégrer de l'AI? Probablement oui. On fera probablement ça au même moment, absolument. Et alors, comme on est en train de redéfinir ce qu'est le Gold Standard Certification, et que évidemment, à la fois PMP et CAPM doivent respecter les critères d'un Gold Standard Certification,
on va, parmi ces critères, il y aura d'être adossé à un standard. Et donc, par exemple, le standard de l'AI que nous allons produire devra, d'une manière ou d'une autre, sans doute, être reflété dans le futur PMP et le futur CAPM. Voilà. Donc, ça fait partie effectivement des sujets que nous discutons actuellement. Pierre, malheureusement, comme tu le sais très bien, toute bonne chose a une fin. On te remercie infiniment d'avoir joint à nous pour discuter de ces points chauds et d'avoir le temps de répondre à quelques questions de notre groupe. C'est un grand plaisir de travailler avec toi et on continue sur ce sujet. Il y en a plein encore de projets à venir. Très heureux de pouvoir faire partie de ton équipe en tant que bénévole. Et puis, je crois que tout le monde ici est très heureux aussi de tout ce que tu as amené jusqu'ici avec nous. Merci encore une fois. Au plaisir de se revoir. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous tous de la communauté francophone. Et s'il y a d'autres questions, on va les prendre. On va garder une copie de tout ça et d'une manière ou d'une autre, on peut répondre par écrit ou refaire une session s'il y en a beaucoup. Je suis à votre disposition. C'est un grand plaisir de vous parler. Je fais pas souvent des Peut-être interviews qu'on en français, enregistre la session, alors je crois que mais tu viens de voilà, t'engager. avec plaisir. Merci à tout le monde. Merci. Alors, je crois que ceci conclut notre webinaire pour aujourd'hui. On en aura plusieurs autres d'ici peu et on vous tient au courant tout le monde. Merci encore une fois d'être venu et au plaisir de se revoir.